WordPress laisse parfois un commentaire sous une page, puis un robot le recopie dans l'immense collecte du web. Des mois plus tard, ce fragment peut peser sur les réponses d'un modèle entraîné à grande échelle. La masse ne l'a pas noyé, elle l'a transporté. Épisode LLM empoisonné. Comment des commentaires WordPress sabotent l'IA. Chapitre 1. La masse ne protège pas. Le web paraît océanique. Ses entrées restent étroites. Le paradoxe tient dans un détail presque invisible. Une zone de commentaires au bas d'une page peut rencontrer une infrastructure de calcul qui coûte des fortunes. Dans une prépublication déposée sur Archive en juillet 2026, les auteurs de Pre-Training Data Can Be Poisoned Through Computational Propaganda étudient cette traversée. Leur démonstration renverse une intuition rassurante. Un corpus très vaste ne neutralise pas automatiquement une intervention hostile. Il peut aussi lui offrir une route industrielle. Ici, ils examinent le pré-entraînement, cette phase où le modèle absorbe des volumes de texte avant d'être adapté à un usage précis. Ce n'est donc pas une instruction glissée dans une conversation avec un assistant, ni un affinage compromis chez un client. Le contenu devient une trace dans la matière première même du modèle. Le retirer après coup est coûteux, parce que l'on ne sait pas toujours isoler l'effet d'un passage parmi les paramètres acquis pendant l'entraînement. Selon cette prépublication, Wikipédia ne représente que 0,067% des documents d'un corpus moderne de pré-entraînement tel qu'OLMO. Le web qui compte n'est pas seulement la bibliothèque visible et relue. Il comprend des forums, des discussions techniques, des pages personnelles et des commentaires. C'est là que la diversité linguistique et culturelle entre dans le corpus. C'est aussi là que l'identité de l'auteur est la moins vérifiable. L'idée forte est donc moins « le web est dangereux » que « la collecte est une chaîne d'approvisionnement ». Une chaîne d'approvisionnement ne se juge pas à sa taille, mais à ses points d'entrée, à ses contrôles et au coût d'une contamination. Quand un laboratoire achète des données, il peut auditer un fournisseur. Lorsqu'il aspire le web public, il hérite de milliers de micro-fournisseurs dont personne ne signe les bordereaux. Cette différence déplace la responsabilité. Le crawler ramasse des fragments, l'extracteur transforme la page en texte, puis la déduplication et les filtres retirent une partie des doublons et du bruit. Sur le papier, cette succession ressemble à une station de traitement. Dans la réalité décrite par les chercheurs, elle peut laisser passer un message conçu pour survivre à chaque tamis. Le premier enjeu pour un dirigeant n'est donc pas de demander si son modèle est assez grand pour absorber le poison. Il est de demander quelle étape reconnaît qu'un texte n'est pas seulement du contenu, mais l'empreinte d'une campagne. Car si l'entrée est publique, répétable et bon marché, à quel moment la masse cesse-t-elle d'être un avantage pour devenir l'allié de celui qui injecte ? Chapitre 2. Le commentaire comme colis. La porte semble banale, le trajet ne l'est pas. Un commentaire est publié sous une page tierce, le lecteur l'oublie, le crawler non. Les auteurs appellent Half-Life leur méthode d'analyse. Son intérêt n'est pas de prétendre qu'un commentaire atteint toujours un corpus, mais de mesurer sa survie le long du pipeline. Ils injectent du contenu adverse dans des discussions tierces, puis suivent son passage depuis la collecte jusqu'à la curation, en passant par l'extraction et la déduplication. D'après leur prépublication, la probabilité finale d'inclusion atteint 0,13%. À première écoute, ce nombre paraît minuscule. Pourtant, il ne décrit pas un accident isolé. Il décrit une voie qui reste ouverte après les défenses ordinaires. La bonne analogie n'est pas une goutte d'encre dans un lac. C'est une lettre déposée dans une chaîne logistique avec l'adresse copiée à plusieurs reprises. Il suffit qu'elle arrive dans certains sacs pour que le mécanisme existe. WordPress concentre le problème. Selon la même prépublication, il représente 85,2% des pages acceptant des commentaires dans les collectes de Common Crawl observées par les auteurs. Une telle homogénéité compte davantage qu'une simple part de marché. Elle signifie qu'une campagne n'a pas besoin de comprendre chaque logiciel du web. Elle peut apprendre un même geste, le reproduire à l'échelle, puis chercher les sites dont la modération est faible ou absente. Pour l'attaquant, le coût se concentre dans l'automatisation. Pour le laboratoire, la vérification porte sur une foule de pages déjà avalées. C'est une pression par l'amont, pas une concurrence frontale entre modèles. Le fournisseur de texte public, involontaire et diffus, peut comprimer la marge de sécurité du laboratoire. Celui-ci finance la collecte, le stockage, les filtres et le calcul. La campagne adverse paie l'injection. La symétrie est là. Un botnet n'a pas à convaincre les lecteurs d'un blog. Il lui suffit de produire des traces que les machines de collecte prendront pour une part ordinaire du monde. Cette distinction évite aussi l'alarmisme. La recherche ne démontre pas qu'un commentaire isolé prend le contrôle d'un grand modèle commercial. Elle montre un mécanisme expérimental, mesuré sur un pipeline et des modèles définis par les auteurs. Une prépublication Archive n'est pas encore une étude évaluée par les pairs, mais son résultat mérite une réponse d'ingénierie précisément parce qu'il décrit un échec de frontière.
Les protections qui visent les doublons et le bruit ne sont pas nécessairement conçues pour détecter une intention coordonnée. Le piège serait de répondre par une liste noire géante de sites. Le même WordPress peut héberger un journal local, une association, un chercheur ou un spammeur. Couper le domaine entier simplifie la sécurité, mais appauvrit la matière linguistique et favorise les éditeurs déjà les plus visibles. Une chaîne d'approvisionnement robuste ne confond pas un emballage et son contenu. Elle cherche la provenance, le comportement de publication et les motifs de diffusion. Half-Life fait alors apparaître le vrai sujet. Non pas filtrer davantage en général, mais décider quelles preuves une source publique doit fournir avant d'entrer dans la mémoire statistique d'un modèle. Et si un passage aussi rare traverse le pipeline, que peut-il produire une fois mélangé au reste des données ? Chapitre 3. Le petit pourcentage qui déplace la réponse. L'effet ne suit pas forcément la taille de la trace. Les chercheurs testent cette disproportion sur un modèle comptant 1,3 milliard de paramètres. D'après leur prépublication, un taux d'empoisonnement de 0,1% des tokens du jeu de pré-entraînement induit une modification de préférence de 19,0% dans les réponses générées. Il faut entendre le périmètre exact. C'est un résultat expérimental sur le dispositif étudié, pas une mesure universelle de tous les LLM, encore moins une prédiction sur un produit donné. Mais ce résultat suffit à casser une habitude de gouvernance. Les équipes de sécurité évaluent volontiers les incidents selon le volume de données compromises. Or, pour un modèle génératif, le volume n'est pas le seul facteur. La répétition, le contexte, la formulation et la place du contenu dans les données peuvent modifier la probabilité d'une réponse. Une faible fraction de tokens peut devenir un signal insistant si elle est arrangée pour être apprise comme une association plausible. Imaginez une salle d'archives. Un faux dossier ne doit pas remplir tous les rayonnages pour tromper celui qui cherche un nom précis. Il doit être placé à l'endroit où une requête viendra le réveiller. Dans le pré-entraînement, l'analogie s'arrête vite, car le modèle ne conserve pas un dossier consultable. Il généralise des régularités dans ses paramètres. C'est ce qui rend le nettoyage rétroactif délicat. On peut supprimer une page de la prochaine collecte sans pouvoir désapprendre avec certitude ce qu'elle a déjà contribué à installer. L'asymétrie prend alors la forme d'une facture. Le laboratoire peut renforcer ses classifieurs et conserver la provenance, puis rejouer des échantillons pour évaluer les comportements avant livraison. Cette discipline a un coût récurrent. L'acteur hostile, lui, teste des formulations et distribue automatiquement des commentaires sur des surfaces comparables. Sa dépense marginale peut être faible dès qu'il maîtrise le canal. La question business n'est donc pas seulement combien coûte un filtre, elle est quel risque de retravail complet ce filtre évite-t-il ? Réentraîner n'est pas un bouton de correction. Si une organisation découvre trop tard une contamination dans le pré-entraînement, elle doit au minimum réexaminer les données, les étapes de filtrage et les évaluations qui ont laissé passer les faits. Selon la gravité et l'architecture, elle peut devoir relancer une partie substantielle du cycle de calcul. Voilà pourquoi il faut séparer ce sujet de l'affinage. L'affinage intervient sur une couche plus tardive et plus circonscrite. Ici, l'incertitude est installée en amont, là où le corpus alimente les fondations. Le choix ne se réduit pourtant pas à sécurité contre ouverture. Une curation qui élimine toute parole non institutionnelle protège peut-être une métrique, mais rend le modèle moins capable de comprendre les usages, les dialectes et les débats qui se tiennent hors des sites officiels. A l'inverse, invoquer la diversité pour ignorer la provenance revient à faire porter le coût du risque aux utilisateurs et aux clients. La décision utile consiste à distinguer diversité de surface et diversité de sources contrôlables. Quel contrôle peut préserver la première sans abandonner la seconde ? Chapitre 4. Gouverner les entrées, pas le débat. Le filtre utile ne ferme pas le web. Il rend ses traces auditables. Pour traiter le web public comme une chaîne d'approvisionnement, un laboratoire doit changer l'unité de décision. La page n'est plus seulement un texte acceptable ou inacceptable, elle devient un lot dont on connaît la provenance, la date de collecte et le parcours de transformation, avec un niveau de confiance associé. Cette traçabilité n'exige pas de juger la valeur des opinions, elle permet de repérer une apparition soudaine de formulations voisines, une concentration anormale sur un type de plateforme ou des contributions qui n'existent que pour être recopiées. La première question à poser à un fournisseur de modèles tient sur l'écran d'un audit. Peut-il expliquer d'où vient un échantillon contesté et quelle transformation il a subi ? La réponse ne doit pas être un discours sur la taille du corpus, elle doit montrer un registre de provenance, documenter les versions de filtres, puis permettre de rejouer une décision. Sans cela, la curation ressemble à un barrage dont on ne connaît ni les vannes ni les fissures. Ensuite, les équipes doivent tester des campagnes, non seulement des contenus. Un détecteur qui examine chaque commentaire isolément peut manquer la signature d'une répétition répartie sur des milliers de domaines.
Il faut suivre les rythmes de publication et relier les formulations voisines à leur chemin de syndication. Cela ne signifie pas que tout texte similaire est hostile. Une campagne légitime, une communauté ou une citation peuvent aussi créer des motifs. Le rôle de l'audit est de produire des signaux à investiguer, pas une condamnation automatique. Troisième déplacement, séparer le droit d'être publié du droit d'entrer sans examen dans un corpus d'entraînement. Un commentaire public participe au débat, un laboratoire n'est pas obligé de lui donner le même niveau de confiance qu'à une source dont il connaît la provenance. Cette nuance protège l'ouverture mieux qu'une exclusion massive, elle évite de transformer le lab en arbitre de la parole tout en lui imposant d'arbitrer l'intégrité de ses intrants. Pour un RSSI, la grille devient réutilisable bien au-delà de WordPress, devant tout flux de données, commencer par la porte d'entrée répétable, vérifier ensuite que la provenance survit aux transformations et que les évaluations mesurent l'effet final, pas la seule propreté du texte. Mettez enfin le coût d'un contrôle précoce face à celui d'un apprentissage à reprendre. Cette grille ne promet pas un corpus pur, elle rend visible l'injecteur potentiel, le payeur de la vérification et celui qui supporte la facture quand le modèle apprend la mauvaise association. Le commentaire du hook n'était donc pas puissant parce qu'il parlait plus fort que le web. Il pouvait l'être parce qu'une chaîne automatisée lui prêtait, étape après étape, une voix qu'il n'avait pas gagnée. À mesure que les modèles cherchent davantage de matière vivante, la question n'est pas de savoir s'il faut fermer le web, qui décidera de la confiance accordée à ceux qui y entrent. Un commentaire n'est pas une donnée anodine quand il devient une entrée de modèle. Auditez la route, pas seulement le texte.